Chers auditrices, merci d'avoir lancé cet épisode de La Case, qui est un podcast dans lequel je discute de manga avec un ou une invitée. Et dans cet épisode, je vous propose de suivre une discussion que j'ai eue avec Cyprien. Et je vous préviens, attention, avant que vous lanciez cet épisode, si jamais vous l'écoutez en entier, il y a moyen qu'à la fin, vous ayez envie de découvrir ou de redécouvrir certaines œuvres de Naoki Urasawa. Et pour ça, en vrai, j'en suis pas désolée, vu la qualité de ses œuvres. Et avant de commencer l'épisode, je vous précise une dernière chose, sachez que si jamais pendant l'épisode on parle de manga qui vous donne envie, mais que vous ne savez pas comment orthographier le nom qu'on a prononcé ou que vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on a dit, sachez que vous pourrez retrouver l'orthographe exacte du nom de ce manga dans la description de l'épisode. Et si jamais vous écoutez cet épisode sur YouTube, sachez que je mets le visuel de la couverture de manga dans la vidéo, donc comme ça c'est plus simple pour vous y retrouver. Voilà, j'espère que mes informations sont claires, et maintenant je vous laisse évidemment avec l'épisode en question. En tout cas, merci Cyprien de participer à ce podcast. Bah non, mais merci pour l'invitation. Ça me fait grave plaisir. Parler de manga, ça pourrait durer des heures et des heures, sans aucun problème. Non, parce qu'en vrai, du coup, j'ai réalisé aussi que je suivais ton travail depuis méga longtemps. Parce que je crois que je t'ai connu sur Dailymotion. Oh putain, ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, bon, effectivement, donc, tu peux le dire. Méga longtemps. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, je te suis depuis longtemps, depuis l'école 2, tu vois, et t'as envie de dire, non, tu me suis pas depuis très longtemps. Dailymotion, ça c'est très très longtemps, effectivement. Ouais, c'est là où j'avais découvert Kemar. Ah bah oui. Genre Kiwi et Cowboy, pour ne pas le les Velcro, citer, voilà. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancêtre d'Internet. C'est l'équivalent de YouTube du Minitel, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que depuis le début, on sait que t'aimes les mangas, mais t'en as jamais vraiment fait un gros sujet, quoi. T'en as jamais parlé de toutes les séries que t'aimais et de celles qui t'ont marqué. Oui, c'est vrai, oui. Et du coup, je suis une personne assez curieuse, et c'est pour ça que je t'ai demandé de participer à ce podcast, où je suis contente. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai dû en parler quand même plein de fois, de mangas, de références et tout. Mais en vrai, c'est presque normal aujourd'hui de grandir avec ça et d'avoir tous les mangas préférés. Moi, je suis beaucoup plus lecteur, par exemple, que visionneur, je sais pas comment on dit ça. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une vraie, les animés, c'est une vraie institution, quoi. Par rapport aux nouveautés, tout ça. Pour moi, par exemple, je l'ai moins... je sais pas, le manga papier, ça résonne beaucoup plus en moi. Je comprends, moi je fais carrément partie de ta team. Genre, je regarde très peu d'animés. Si je regarde un par an, c'est déjà énorme pour moi. Et franchement, le manga papier, j'arrive pas à m'en défaire, j'aime trop l'objet. J'aime trop... et puis il y a... il y a ce truc où comme tu sais que c'est l'auteur ou le dessinateur, enfin, il y a un vrai truc... collaboratif, mais sur peu d'artistes finalement, tu vois, c'est un petit studio, etc. Alors que sur un animé, c'est une industrie. Enfin, je trouve que tu sens plus le côté industriel dans l'animé. Ouais, et puis je trouve aussi pour retranscrire le trait d'un auteur ou d'une autrice particulière, ils arrivent jamais dans l'anime à vraiment coller son trait, quoi. Ouais, c'est ça. Après, parfois on y gagne au change et tout, et SNK par exemple, c'est un des rares animés que je préfère au manga, tu vois. Mais sinon, ouais, je suis aussi en termes de temps, tu peux binger assez rapidement un manga, quoi. Un animé, c'est pas possible, quoi, tu vois. Sauf le mettre en accéléré, mais ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, en termes de temps passé, je préfère me plonger à fond dans un manga, et puis c'est un truc que tu gardes, je trouve, dans ta bibliothèque et tout ça. Il y a des mangas que je traîne depuis, enfin, tu sais, j'ai des mangas que j'étais enfant, quoi. Que j'ai encore. Mais du coup, c'est quoi le premier manga que t'as lu? C'était Dragon Ball, les éditions hebdomadaires. Ah, les tout petits, là? Ouais, les tout petits, exactement. Et ça, j'ai acheté ça toutes les semaines avec mon frère. On dépensait notre argent de poche là-dedans. Et c'était... Mais je me rappelle plus si ça passait exactement en même temps à la télé. Enfin, je sais qu'il y avait aussi les animés de Dragon Ball. Au Club Dorothée et tout ça, mais je sais pas si ce que je lisais était en avance par rapport à la diff, tu vois. Ça, je me rappelle plus trop, quoi. En même temps, il me semble que je découvrais quand même les nouveautés dans le manga en hebdo. Et ensuite, j'ai acheté forcément on demandait nous les tomes. Les tomes reliés, quoi. Les pastels, là, tu sais, les Dragon Ball pastels. Les chez Glénat, là, avec Exactement. la couverture rigide, aussi, moi, ce qui m'a choqué en les relisant, c'est que les onomatopées japonaises sont gommées.
Certaines, en gros, elles sont effacées. Il y a des onomatopées françaises redessinées par-dessus. Plus grosses Oui. pour cacher. C'est ça. J'étais genre, waouh, le travail pour faire ça, quand même. Ouais, et puis, ouais. Et moi, je me rappelle que, du coup, c'était pas très clair pour les gens ce que c'était vraiment un manga quand moi j'étais jeune. Et je me rappelle d'avoir eu des voisins qui coloriaient les cases. Genre, ils se sont dit, tu sais, comme ils ont, tu sais, tu vois des dessins noirs et blancs, il faut colorier, quoi. Ils se sont dit, Tu sais, genre, je sais pas, t'as 7, 8 ans, j'en sais rien. Et eux, ils avaient des mangas et je les regardais et il y avait des cases qui étaient coloriées. Et en fait, pour eux, ils voyaient juste des cases, c'est un dessin de coloriage, quoi. Ouais, et puis Toriyama, il met pas beaucoup de trame, tu vois, donc du coup, ça, je pense, c'est pour mes voisins, c'était en mode, ça se trouve, faut colorier, tu vois. Et dans ma tête, j'étais en mode, pas du tout, tu vois. C'est quoi ce bordel, tu vois. Il m'a mis le doute 2 secondes, je fais, mais attends, c'est trop chelou. Et puis c'est interminable, surtout, t'as vu le nombre de pages. 300 pages à colorier toi-même. Ouais, c'est trop bizarre. Ne faites pas ça. Non, clairement. Trop long. Mais c'est marrant parce que un des premiers mangas qui est sorti en France, c'est Akira. Mais du coup, il est pas sorti dans sa version noir et blanc. Parce que je pense que ça a perturbé les gens, quoi. C'est fou, ça. C'est un truc de ouf. Ouais, j'en discutais avec des gars un peu à l'ancienne, là, et ils me disaient, ah mais non, mais moi, Akira, c'est la version couleur qui est plus importante, tu vois. Et donc là, j'ai fait un arrêt cardiaque, tu vois. Normal. Et j'ai fait, comment tu peux dire ça? Et en fait, parce que je pense que ça faisait trop cheap, peut-être, d'un point de vue éditeur français, j'en sais rien. Alors que c'est impossible de se dire que Akira est cheap, tu vois. Mais je pense que les codes étaient trop différents à l'époque. Et l'édition couleur d'Akira, j'ai dû l'avoir passée, mais vraiment, ça fait un peu comme l'œil sur les vampires pour moi. C'est en mode, je veux pas toucher, tu vois. Enfin, moi, j'avoue, j'ai découvert Akira avec cette version. Avec la version couleur. Ouais. Mais j'aimais pas du coup les couleurs parce que c'est un coloriste, il me semble, américain qui fait plutôt du comics. Et moi, j'aime pas du tout les couleurs de comics. Du coup, ça m'a pas du tout touché. Et récemment, je les ai donnés à des gens en face de chez moi. Parce que je les ai jetés sur quelqu'un. Pardon? Je pouvais plus les voir. J'étais en mode non, pas cette version. Non, mais c'est vrai que c'est fou, ça, quand même, d'avoir recolorisé tout. Mais est-ce que c'est pas une édition finalement américaine, tu vois? Si c'est un mec qui fait la couleur plutôt pour les comics, ça se trouve c'est une édition américaine qui était je crois que c'était ça, ouais. Ouais, ok. Il me semble. À la base. Ils ont abandonné cette idée parce que tout le reste est sorti en noir et blanc. Bah, heureusement. Heureusement. Ça aurait été bizarre Dragon Ball en couleur. C'est clair. Et là, avec les dernières éditions, les Perfect Edition, tout ça, en France, on commence à avoir pas mal de les fameuses pages couleurs qui nous étaient noir et blanc en teinte de gris, tu vois, quand c'est sorti en France. Et du coup, tu peux voir un peu des pages couleurs, c'est assez stylé ça. Et d'ailleurs avec peu de couleurs, parce que les premières, par exemple, les pages couleurs de Dragon Ball sur presque tous les tomes en fait, c'est des teintes de rouge. Il y a un peu la même chose parfois sur certains tomes de Urasawa ou des trucs comme ça, sur des belles éditions, et ils mettent les pages couleurs d'origine, et en fait tu vois que c'est pas vraiment de la couleur à fond non plus, tu vois. Donc déjà c'était un peu en teinte, c'est genre attends, noir et blanc, si on met de la couleur on va pas en mettre trop non plus. Mais c'est trop beau, quoi. Ouais, les pages couleurs dans Dragon Ball, c'est trop stylé, quoi. Mais moi, je trouve ça trop intéressant aussi parce que du coup, c'est aussi des pages couleurs qui se retrouvent dans le Jump, parce que comme les mangas sont pré-publiés dans des magazines, du coup, on les retrouve là, et c'est assez marrant parce que du coup, et imaginons genre je sais pas, les magazines genre le Margaret ou le Jump, quand on les ouvre, le papier est dégueu, mais par contre les pages couleurs sont sublimes. Elles sont imprimées sur pas le même papier. Non, pas le même papier. Ouais, c'est ça. Sinon on pourrait pas voir les couleurs parce que les papiers des magazines japonais sont colorés, genre sont bleu, rose, des couleurs trop bizarres. On sait pourquoi ils différencient les couleurs, ou c'est juste pour d'un coup d'œil voir la différence Non, je pense que c'est pour les séries, en gros, pour que, genre, quand tu passes d'une série à l'autre, tu saches... Mais ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas un arc-en-ciel, la tranche du Jump, tu vois, c'est bizarre, en fait. Ouais. J'ai l'impression que la logique, elle est... Je sais pas. J'avoue, je me suis jamais posé la question, c'est une bonne question. Mais non, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a les pages roses et tout, les pages un peu de ce genre de truc, et je me suis dit, mais pourquoi ces pages-là, ce truc et tout, et je me suis dit, ça se trouve, c'est juste un mélange de papier recyclé, il doit y avoir d'autres explications. Donc s'il y a des gens qui savent, moi je veux bien savoir dans les commentaires. Ouais, clairement, je veux bien savoir en vrai. C'est grave intéressant. Peut-être qu'ils avaient des promotions sur les papiers roses et bleus, et puis depuis ils sont restés là-dessus, quoi. La vérité, ça tient à ça, parce que c'est tellement cheap le papier et tout. D'ailleurs, les gens le gardent pas trop, le Jump. Non. C'est une industrie qui est curieuse quand même, parce que ils achètent ça toutes les semaines, mais il suffirait juste d'attendre le soir, en fait, et les gens le bazardent devant leur porte, quoi. C'est ça. Pour pouvoir le lire. Mais d'ailleurs, les gens le laissent parfois sur le siège, en fait. Le sur Jump, les bancs, sur les trucs. Sur les bancs, donc il y a moyen de lire le Jump sans payer.
faut juste avoir l'œil et être patient. Et ouais, il y a tout un truc, ça c'est un truc que, tu vois, nous on est, enfin, comment dire, on a grandi avec l'édition française, franco-belge et tout ça. Et du coup, cette parution, hebdo et tout, c'est divisé en séries, c'est pas très courant, quoi. Et c'est en lisant, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, L'apprenti mangaka de Toriyama, justement. Et il donne beaucoup de détails, mais qui sont hyper spécifiques au Japon. Et d'ailleurs, c'est un peu étrange que ça soit sorti en France, parce que je me rappelle très bien, il parlait de plumes, de papier, etc. qui, bon, aujourd'hui ça va, on arrive à trouver des plumes, des G-Pen, des je sais pas quoi, donc des vraies plumes de mangaka, tu en trouves en puis France. Même les feuilles et tout, on arrive à les trouver. On arrive à en trouver, et encore à Paris, quoi. Oui. Mais à l'époque, genre, moi je disais à mes parents, je fais, oh, putain, j'aimerais trop avoir ce papier-là, ce truc et tout. Et genre, au bout de 3 papeteries, mes darons, ils ont fait, bon, on sait pas ce que tu cherches, ça n'existe pas, arrête tes conneries. Laisse-nous tranquille. Prends tes feuilles canson, ton stylo bic, et nous fais pas chier, quoi, tu vois. Ouais, mais surtout qu'en plus, ce manga dont tu parles, il est sorti hyper tôt. C'est surtout ça qui est, parce qu'il sortirait aujourd'hui, l'apprenti mangaka, ce serait moins choquant, mais. Bah oui. Il est sorti genre il y a 10 piges, quoi, et t'es là, genre. En fait, c'est ça, bizarre. Il démocratise un métier qui n'existe pas. Oui. Et que tu ne peux pas faire en France. Donc, mais c'est, parce qu'il disait, ouais, même le découpage, le rythme, imaginez que ça sort toutes les semaines et tout. Mais non, arrêtez, non. Chez nous, ça ne sort pas. Tintin, donc c'était trop bizarre, mais ça me faisait voyager en fait. C'est avec ce genre de bouquin, ou même globalement quand dans les mangas ça parle de nourriture, de trucs et tout. C'est le genre de trucs qui m'ont vraiment ouvert sur le Japon en fait, et pas juste les mangas et les aventures et les super saiyans et je sais pas quoi, vraiment le Japon. Donc quand tu lis l'apprenti mangaka, tu vois ce que c'est un peu le quotidien d'un vrai auteur avec ses trucs. Et je trouve ça vraiment génial. Moi qui adorais dessiner, et que mon auteur préféré de l'époque t'explique des tips, tu vois. Mais après je crois qu'il a sorti, j'imagine pendant le début de Dragon Ball, parce que son style était encore assez rond, c'était très slump en fait d'ailleurs. Ça se trouve, faudrait que je me renseigne quand est-ce qu'est sorti l'apprenti mangaka au Japon, mais ça se trouve c'est même avant Dragon Ball. C'est possible? Ouais, c'est possible. J'avoue, je sais pas trop, mais c'est vrai que son style correspond assez, en tout cas c'est, on va dire fin Dr. Slump, début Dragon Ball, un truc comme ça. Ouais. On sait si les deux séries étaient cohabitées quand il Je crois pas que elles étaient cohabitées. Il a arrêté Slump et il a fait Dragon Ball. T'es sûr de ça? Quasiment, ouais. Ok. Parce que lui, c'est un manga qui est plutôt feignant. Et il aime bien ne pas trop travailler, donc je pense pas que voilà. Ça lui a pas réussi, parce qu'il a charbonné quand même. Ouais, mais en fait, il s'était dit, je veux faire la meilleure série de tous les temps pour être tranquille. Okay. Bah, il a putain de réussi, hein. Et il en a fait 2, hein. C'est un truc que j'adore aussi chez Toriyama, c'est que là où Eiichiro Oda, ils ont plutôt une série, tu sais, emblématique. Lui, il a réussi à en faire 2 quand même. Ouais. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est déjà le double de tous les autres, en fait. C'est clair. Et puis c'est surtout quel niveau, quoi, d'avoir réussi à faire ces 2 œuvres. Ouais, moi je trouve ça vraiment génial. Enfin ouais, c'est aussi pour ça que moi j'adorais et j'adore toujours Toriyama, c'est qu'il a un vrai sens comique. D'ailleurs, Slump c'est presque que comique, quoi. Forcément il y a des bastons, des trucs, des je sais pas quoi, mais c'est vraiment que des blagues et de la parodie. Et en fait, je trouve que quelqu'un qui fait de l'humour, c'est quelqu'un qui est forcément, je trouve, un peu plus généreux que les autres. Quand c'est que drama, bon, j'aime bien, tu vois, c'est fou, mais c'est un point commun que j'ai souvent sur mes auteurs préférés, c'est qu'ils mettent quand même beaucoup d'humour et C'est drôle que tu dises ça, parce que du coup par message tu m'as dit qu'un de tes auteurs préférés c'était Urasawa. Ouais. Mais moi je le trouve pas très drôle, Urasawa. Ah bah il y a des œuvres qui le sont pas du tout. Ouais, ok. Mais en vrai, tu lis Yawara, tu lis, enfin c'est de la vanne beaucoup, quoi. Ok. C'est des situations comiques, c'est des, tu vois, donc mais t'as raison qu'il y a beaucoup de gens qui le catégorisent genre très dark. Très dark et très deep, et je pense que il sort son épingle du jeu comme ça. Mais tu lis même des pages de 20th Century Boys et il y a c'est des bars aussi, tu vois, avec des personnages loufoques. Il y a un vieux là qu'on appelle Dieu dedans, qui est un SDF, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, c'est barré quand même. Ouais.
Et ouais, tu lis ces séries un peu moins dark, et c'est de la vraie comédie, quoi. Et il y a d'autres auteurs que j'adore et qui font que du sérieux, quoi. Mais j'aurais tendance à préférer quand même ceux qui savent un peu faire les deux, quoi. Faire les deux, ouais. Mais même dans mes réalisateurs et dans mes point de vue audiovisuel un peu plus large et tout, globalement sur la culture, je préfère aussi les gens qui ont, comment dire, enfin pour moi les gens qui veulent faire de l'humour aussi, il y a une forme de générosité, je trouve, là-dedans, tu vois. Je sais pas, il y a un côté de se mettre à nu, tu vois. Okay. Je trouve. Ou quand tu fais du sérieux, tu fais c'est bon, t'inquiète. Je vais mettre une petite nappe musicale, plan drone, truc hélicoptère, c'est deep et tout, tu vois. Alors que quand tu te dis vas-y, là à ce moment-là, tu casses un peu les codes, t'essayes de provoquer un rire, il y a un côté je me mets au ridicule, tu vois, et je l'assume à 100%. Ben, je comprends ce côté-là dans genre comment dire, on va dire le stand-up, ce genre de choses, ou même les films. Mais par contre dans les mangas, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à comprendre l'humour japonais. Je sais pas si toi c'est ton cas. Bah, je sais pas moi, dans Dr Slump, quand ils sont en train de tâter un caca avec un bâton, je me tape une barre, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Les personnages de Dragon Ball, genre ils sont tous, tu vois, ils ont tous une dimension comique, même Vegeta, ce qui est surprenant, tu vois. Ils arrivent quand même à le rendre, lui en tant qu'un peu daron, etc. Et tu sais, face à ce prince des Saiyans, et se retrouver dans une vie un peu plus rangée. Bulma, elle est folle. Enfin, tu vois, et même historiquement, les premières cases de Yamcha, les premières cases souvent de à peu près tous les personnages de Dragon Ball et pas Dragon Ball Z, c'est hyper drôle, et pour moi ça me faisait déjà taper des barres, tu vois. Les personnages que j'adore, c'est les petits personnages de merde, genre Yajirobe, mais c'est fou pour moi, il est trop marrant, quoi. Et non, ça me faisait déjà marrer ce truc. Et est-ce que t'as une série récente qui t'a fait taper une barre? Parce que là tu sais Dragon Ball, mais mince, putain, faudra que La Voix du Tablier, voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Je sais qu'il est tablier dedans, La Voix du Tablier. Donc j'ai pas encore lu, ça a l'air trop drôle. Ouais, et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur quand je suis allé au Japon, faire une petite interview. Et donc c'est une parodie très très simple c'est un yakuza qui devient homme au foyer, quoi. Et au Japon, un peu la mère au foyer, c'est un vrai c'est un vrai archétype, tu vois. C'est encore plus qu'en France. Ouais. Et qui travaille pas, qui cuisine, enfin tout ça. Ouais, mais quoi, genre quand j'avais tourné mon court-métrage au Japon, Minori, à un moment il y a une phase à vélo, et du coup il y avait l'accessoiriste qui nous avait trouvé le vélo, etc., et t'as le comédien qui me dit le nom du vélo. Ah oui, le Mamachari. Ouais, et je lui dis quoi? Il dit ouais, ça c'est vraiment le vélo de mère au foyer, tu vois. Et je fais attends, mais même un vélo peut être catégorisé de mère au foyer, tu vois. Ou femme au foyer, globalement. Et donc là, c'est là que je me suis dit, enfin, tu vois, donc le code est quand même très très fort. Et donc du coup, La Voix du Tablier, ce manga-là, c'est vraiment un ancien yakuza qui se range et tout, et qui devient. Et sauf que au quotidien, il est très bon, c'est un très bon homme au foyer en fait. C'est juste que dans la réalisation, quand il prend un couteau pour couper des légumes, tu sais pas s'il va pas planter un gars en même temps en fait, parce qu'il est hyper sérieux, où tout peut concentré. Ouais, les drames sont des vrais drames qui peuvent coûter la vie des gens, tu vois. Et si tu laisses une mauvaise ordure dans le quartier, je sais pas quoi, lui il met pas les formes pour pour te dire qu'il faut pas faire ça. C'est un vrai problème. Enfin, genre, c'est un vrai débat au Japon. Tu peux avoir des vrais problèmes avec tes voisins si jamais tu tries pas bien tes poubelles. Non, mais bien évidemment, c'est bref. Et du coup, ça, c'est même si tu connais pas trop les codes, je trouve, du Japon et de tout ça, tu peux, enfin, t'es pas obligé de connaître vraiment comment fonctionne et quels sont les codes d'une femme au foyer au Japon pour kiffer et taper des barres sur un manga comme La Voix du Tablier, tu vois. Donc moi, parfois il y a des trucs, effectivement, ça glisse, quoi. Mais je trouve, bon, les gars sont quand même forts en mise en scène et tout ça, et puis en vrai c'est assez imagé, c'est très graphique et tout, donc voilà,
aujourd'hui je me suis renseigné sur les Yakuza, sur tout ça, et donc je vois les codes qui sont utilisés, mais je pense que si on les connaît pas, il y a moyen de se taper des grosses barres quand même. Oui, quoi. je pense, puis c'est quand même un gros cliché connu, mine de rien. Oui, ça va, ouais. Donc bon, c'est pas non plus complètement... Je lis pas trop de séries comiques de base, quoi. Ouais. En tout cas, japonaises. Mais je trouve qu'il y en a qui sont quand même vraiment très réussis, et ils sont aussi bons là-dedans. Mais t'as raison, où il y a des trucs où c'est sûr ça glisse. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah déjà aussi, c'est lié parfois à la traduction, parce que mine de rien, il y a des blagues intraduisibles, quoi, c'est des trucs impossibles. Et puis, ils ont aussi des délires, des fois, je suis là genre, ouais, non. Je sais plus quel manga je lisais de Urasawa, parce que moi je suis un peu en boucle un peu énormément en boucle sur Urasawa. Depuis combien de temps à peu près? Bah, depuis le début, quoi. 15 ans, quoi, tu vois. Ok. Et je sais plus lequel je disais, soit c'était Yawara, soit c'était 20th Century Boys, parce que là en ce moment ils sont en train de faire la réédition, donc je me relis tout. Et t'as vraiment un truc, je pense que c'est dans Yawara, où t'as... Non, dans Happy, pardon, tant pour moi. Ouais. Et il y a tout un truc où je sais plus, il y a des jeux de mots qui s'enchaînent sur je sais plus quoi, enfin bref... en fait, le nom de certains insectes, c'est des noms de poissons, et je sais pas quoi, et du coup... Et quand tu lis ça, eux ils traduisent comme ils peuvent, quoi. Ils sont là, ils sortent les pagaies, ils sont là genre putain. Exactement. Mais tu vois qu'à ce moment-là, c'est des jeux de mots qui sont pas. Mais c'est normal, c'est des séries qui ont été quand même, qui étaient vraiment destinées que au Japon, qui ont été faites il y a un moment maintenant. Enfin, donc oui, c'est normal d'avoir des petits aléas comme ça. Bah c'est logique, et puis même. Il y a peu de mangaka qui arrivent à visualiser aussi qui vont être publiés ailleurs qu'au Japon. Et puis même, comme ils ont pas les codes d'humour américains ou quoi, ils les mettent pas dans leurs œuvres, quoi, c'est logique. C'était une discussion intéressante que j'avais eue justement avec Inyo Asano. Donc j'ai fait, quand je suis parti au Japon il y a 2 ans pour tourner mon court-métrage Minori, Kana en a profité pour me faire rencontrer des auteurs. Donc l'auteur d'Abord du tablier et Inyo Asano. Et du coup, ouais, je posais, comme l'histoire de Minori, c'est un auteur français qui veut essayer de percer au Japon. Mes questions étaient autour de ça, tu vois. C'était genre, est-ce que c'est possible, vous pensez, qu'un Français puisse devenir mangaka, etc., etc. Et les réponses d'Inyo Asano étaient intéressantes parce qu'il disait que il y a beaucoup de codes japonais et que en gros, même les Japonais se projettent pas, enfin ils savent pas spécialement se projeter non plus à l'international, et c'est ce qui fait aussi un petit peu le sel de tout ça, c'est que c'est très particulier, c'est des codes, et que il y a des chances que si t'as pas les codes, ça marche pas trop. Et donc du coup il y a 2 fois plus d'efforts à faire pour un étranger, d'essayer de percer au Japon, quoi. Mais c'était intéressant. Après il disait que globalement, si tu fais une bonne aventure, que c'est beau, etc., que c'est dynamique, et que t'es régulier, en vrai il y a toutes les chances que ça marche. Mais que sur ce truc un peu plus deep et ouais, tu sais, vraiment de la il faut beaucoup étudier quand même les codes japonais pour essayer. Et à mon avis, pour être publié au Japon, faut parler, enfin, on va dire dans un magazine ou un truc comme ça, faut parler japonais, hein, parce que sinon, mais ça c'est sinon la méga base, quoi. ultra base, bien évidemment. On évoque même pas ça, mais oui, bien sûr, commencer par. Parce que déjà c'est une méga barrière en vrai. Enfin, ouais. Putain. Voilà. Parce qu'en vrai, si un auteur, on va dire, connu américain veut se faire publier en France, il peut, tu vois, genre, c'est moins compliqué que si jamais tu veux aller au Japon, quoi. Ouais, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de... Donc ouais. Et là, tu vois, j'ai imprimé mes hiragana, katakana pour les apprendre, là. Oui, j'ai vu sur ton J'espère que d'ici quelques mois, je les connaîtrai. Mais oui, rien que... C'est pas spécialement pour être édité là-bas, pas du tout. Mais juste pour... Pour la curiosité. Ouais, c'est ça, pour ma culture. J'aime tellement le Japon que... Moi, j'ai des trucs à te parler après pour te conseiller comment apprendre parce que moi, du coup, je les ai appris, donc voilà. Ça prend pas des mois pour apprendre ça. Ça prend pas des mois? Non. Ok, non. Bah dans mon cas peut-être, mais il y a des chances. Oui, ça dépend du temps que t'as, quoi. mais du coup, je me demandais de Urasawa, c'est quoi l'œuvre qui t'a le plus marqué, genre, qui t'a fait accrocher à son style vraiment, quoi? Bah, comme beaucoup de gens, c'est souvent la première œuvre que tu découvres, tu vois, qui te marque le plus. Moi, en l'occurrence, alors non, même pas, c'est faux, parce que j'ai découvert avec Monster, qui est donc l'histoire d'un chirurgien qui se met à mettre un peu sur le banc et qui a sauvé un enfant qui s'avère être, vraiment pas de bol, un tueur en série. Et donc t'as toute l'histoire de la culpabilité et de aussi de la traque aussi du... Exactement. Après il y a un truc vraiment très simple de le pourquoi du comment et qui fait quoi.
Donc ça, mais 20th Century Boys, j'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a le plus marqué, vraiment. C'était fou. C'était fou. Il y a aussi ce truc, et puis il y a une thématique dans 20th Century Boys que j'adore, qui, moi, est celle qui m'inspire aussi un petit peu le plus, qui est les choix de vie, en fait, tu vois, c'est-à-dire, moi, souvent, mes fictions, elles parlent beaucoup de ça, quoi, c'est-à-dire, à quel moment tu vas au bout de ton ambition, ou tu t'arrêtes en plein milieu, ou est-ce que t'as échoué si tu t'es arrêté, tu vois, c'est ce genre de questionnement que j'adore. J'ai pas la réponse à ces questions d'ailleurs, c'est pour ça que je les explore. Et dans 20th Century Boys, c'est totalement ça, c'est-à-dire que le héros est un mec qui veut être rocker, tu vois. Et en fait, c'est une autre aventure. Mais ce gars-là, il veut faire du rock, quoi, c'est tout. Et il se sent et c'est ça finalement sa bonté et tout ça qui le définit et qui est pas réellement qu'il est marché dans le rock ou pas. Et je trouve ça génial, quoi. Et en plus de ça, c'est hyper autobiographique, enfin autobiographique non, parce que heureusement il n'y a pas eu autant de catastrophes dans la vraie vie. Heureusement pour lui. Ouais, mais Naoki Urasawa du coup a fait des albums de rock, plutôt guitare acoustique et tout ça, mais ouais, ça le définit, tu vois, il a mis beaucoup de lui. Là où dans Monster, il n'est pas chirurgien, Urasawa, il s'est renseigné, tout ça. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment... Puis c'est simple aussi, je trouve, avec Urasawa, ce qui est bien, c'est qu'il, comme il est quand même fasciné par l'Europe, tu vois, c'est facile pour nous. Ouais, ça c'est vrai. Monster, ça se passe en grande partie en Allemagne, etc. Puis même le physique des personnages, il arrive très bien à représenter des Allemands, des Américains, des Français, tu sais, nos nez particuliers que les Japonais n'ont pas. Ouais, puis c'est vraiment pas que le nez, en plus de ça, c'est vraiment toute la forme, les trucs. Tous ces personnages sont très différents, très marqués. Il fait beaucoup de personnages âgés, ils ont tous des gueules de ouf. C'est très généreux de ce côté-là, quoi. C'est vrai. Et je trouve que c'est aussi une de ses forces, c'est que quand tu lis par exemple, je sais pas, Happy ou 20th Century Boy, tu vois que c'est le même style, mais tous les personnages se ressemblent absolument pas. Alors que parfois il y a des mangaka où c'est un peu le cas, quoi. Ah ouais, tu confonds les gens et tout. Enfin... Ouais, j'adore GTO, mais je veux dire, les persos, parfois, c'est juste une couleur de cheveux ou je sais pas quoi, mais globalement, ses nez, ses yeux et tout, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Urasawa, il va te faire... mais ils sont tous différents, quoi. Et ça a ce côté un petit peu parodique parfois, hein, tu vois, il force le trait, il fait pas un truc juste un peu graphique, non, il fait des personnages qui sont vraiment soit très beaux, ils ont tous des gueules, ça c'est suffisamment rare, ouais, t'as raison, de faire de faire des personnages moches, tu vois. Et surtout moches mais réussis, genre pas juste moches offensants, tu vois, c'est genre t'as vraiment l'impression qu'ils peuvent exister dans la vraie vie, on dirait des caricatures en fait. Ouais, et puis les personnages moches, c'est pas leur beauté qui est définie, tu vois, c'est autre chose, c'est genre bon bah voilà, celui-là il a un double menton et bidule, les yeux tombants et tout, et lui bien sûr, c'est une centaine de choix dans son design de visage, de corps et tout, mais c'est pas ça qui va le définir, il va dire bon bah ensuite il a envie de ci, il a envie de ça, il a ce manque-là, ouais, non, mais vraiment, Urasawa, ça a été, moi, ma grosse révélation. Bah, c'est trop bien. Et est-ce que t'as eu la chance de le rencontrer ou pas du tout? Non, on était pas loin, hein. Parce qu'il était venu à Angoulême, je sais plus quand, il y a 2 ans? Comme ça? 3 ans? Il y a un peu plus longtemps, parce que moi, j'ai fait mon premier festival d'Angoulême, et il y a quelques années, et puis il était pas venu, enfin, il était pas prévu. J'ai rencontré Taiyo Matsumoto, par contre. Ah oui. Qui lui avait fait le déplacement. Donc oui, parfois il y a quelques auteurs qui viennent, ça c'est vraiment chouette. Mais c'est juste que comme il y a d'autres, il y a des séries de Urasawa qui sont éditées chez Kana, et donc Kana ils m'ont dit nous on l'a rencontré plusieurs fois et tout, il y a peut-être moyen que, et au final l'emploi du temps n'avait pas collé. Mince. Mais je ne vis pas dans le regret, et les 2 auteurs que j'ai rencontrés c'était vraiment très intéressant. Et Inyo Asano c'était aussi une vraie découverte parce que je connaissais assez peu les séries, et avant de le rencontrer, du coup je me suis plongé dans son travail aussi, c'est... Moi je sais que ça a été une putain de claque, hein, Inyo Asano. Ouais. Genre déjà Bonnie Poon Poon ouais, bah c'est le premier que j'ai lu, j'étais genre wow. Ouais, c'est un conseil qu'on peut dire aux auditeurs, hein. Si vous allez trop bien, si tout va très bien dans vos pompes, c'est mort. Vous pouvez lire Bonnie Poon Poon, ça va vraiment tout calmer.
Voilà. Ouais, à pas lire, je pense, pendant cette période de vie pas très chouette, quoi. Ouais, et si par contre vous avez un petit coup de mou, patientez. Lisez Happy à la place. Ouais, clairement. Mais je trouve toutes les œuvres d'Inu Asano quand même assez badantes. Hein. Ouais. En fait, il arrive à jouer avec le malsain, et ça, je trouve ça très fort. Ouais, je pense que c'est un psycho en fait. Mais par contre, il est très drôle. Enfin, ce qui est assez marrant, c'est que quand il parle, etc., il fait pas très. Enfin, tu vois que c'est une vraie personnalité, quoi. Ouais. Mais ça se voit de toute façon, il aime bien montrer son visage. Il se fait des couleurs de cheveux abracadabrantes. Enfin, je sais pas, genre. Ouais. Comparé aux autres auteurs qui montrent jamais leur tête ou qui se mettent jamais en avant, lui, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, et puis même au-delà de ça, il a un franc-parler qui est assez unique au Japon, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou en tout cas extrêmement rare, quoi. Ouais, clairement. Nous, on est habitués à ça, comment dire, tout le monde a un avis sur tout et veut le dire, tu vois. Il suffit d'allumer la télé sur n'importe quelle chaîne ou lancer un live Twitch, tout le monde dit son avis, bidule, je sais pas quoi. Là, au Japon, c'est différent, quand même, c'est des codes qui sont un peu... Et Inu Asano, c'est un des rares qui est aussi invité et qui est écouté pour quel est l'avis de cet auteur, Asano, ouais. voilà. Donc non, c'était assez et il y a une adaptation. Je discutais avec la comédienne justement sur mon court-métrage et qui joue le personnage de Minori, et du coup je lui demande, quand j'ai fait ce tournage-là, j'étais vraiment le mec relou parce que je voulais tout savoir des gens, ça devait être infernal, quoi. Et ils m'ont répondu poliment, donc c'est bien. Ouais. Ils m'ont pas envoyé me bouler, quoi. C'est un peu logique si c'est des Japonais. Du coup, cette comédienne, Miharu, je lui ai dit, mais c'est quoi, genre, ton film préféré tu vois. Et elle m'a dit que c'était l'adaptation de Solanine, justement. Qui est impossible à trouver en France, j'ai bien galéré. Je peux le trouver en sous-titré anglais, probablement. Donc, on le trouve quand même, mais de qualité dégueulasse, quoi. Et donc cette œuvre a même marqué les Japonais eux-mêmes, tu vois. C'est fou. Donc, ça dépasse certains auteurs, ça dépasse vraiment juste le manga. Bah ouais, après aussi c'est parce qu'il se permet d'aborder des thèmes qui sont hyper tabous. Enfin, ouais. Du coup forcément, je pense que ça marque. Et puis je savais pas qu'il y avait une adaptation, mais à mon avis. Moi non plus, mais comme c'est, enfin, tu sais, il y a quand même ce délire de musique, de tout ça, de groupe et tout. Donc en fait, c'est ce qui manque. C'est, je pense, un des manques. Que peuvent ressentir certains mangaka, c'est que eux ils sont baignés de musique et de tout ça. Donc Urasawa, tu vois plein de citations de trucs, etc. Tu ouvres le début de 20th Century Boys, et c'est une musique qui passe dans les haut-parleurs, tu vois. Et donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a plein d'auteurs qui voient bien aussi le potentiel audiovisuel, tu vois, de leurs œuvres. Et dans Solanine, voilà, c'est un groupe de rock, c'est tout ça, donc une adaptation, ça a du sens parce que tu vas pouvoir écouter les musiques et tout, et pas juste avoir référence bidule, CD numéro à titre, je sais pas quoi, démerdez-vous, quoi. C'est vrai. Moi j'avais ressenti ça. Après, c'était plutôt dans Nana. Parce que du coup, c'est deux... Ça va être un groupe de rock aussi. Ouais, il y a une des nanas, du coup, qui joue dans un groupe de rock, et en fait, il y a énormément de gens qui sont cités de chansons, comme ça. Et du coup, j'ai découvert avoir une ref, c'est bien, si t'as le CD derrière, ou Spotify, ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que, il te manque la musique, quand même. Je suis sûr que si tu pouvais dire aux auteurs, genre, imagine ton manga, quand tu l'ouvres, il y a la musique qui se lance, mais ils adoreraient, en fait. Ah ouais, clairement, c'est obligé. Totalement. Ou même, peut-être dans les webtoons, ça se trouve, il y a moyen de faire un truc où quand tu scrolles ton webtoon, il y a une musique aussi en même temps. Ça pourrait être stylé, parce que des fois il y a de l'animation, genre il y a de la pluie, des trucs comme ça. Oui, voilà, tu vois, donc je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui seraient intéressés de ce côté-là, parce que c'est hyper référencé en musique aussi, beaucoup de mangaka, ils aiment ça, quoi. Moi je sais que ça m'a fait découvrir pas mal de trucs, quoi, niveau style de musique, notamment dans le rock grâce à Nana. Parce que moi c'est une de mes références. Ouais, j'ai pas lu Nana parce que ça faisait très girly tout ça, mais pourtant pas du tout, quoi. En tout cas il y avait que des filles qui lisaient Nana, donc à l'époque quand j'étais un peu plus ado, tout ça, je me suis dit non, je veux lire un truc de bonhomme, hein. Ouais. Mais ça a changé, ça. C'est pour ça que Nana, après il y a ce truc un peu, comment dire, dans l'imagerie très filiforme, il y a un truc, mais bon. Après c'est parce que l'autrice elle a travaillé, justement, elle a fait des études de mode,
Donc c'est pour ça qu'elle dessine ces gens de manière très filiforme, parce que c'était les codes de la mode. Bah c'est un code qui me fascine pas trop, quoi, en tout cas. Ouais. Mais après, il faut dépasser ça pour voir ce qui est dit sur les personnages, surtout. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Il y a combien de tomes, tu sais? Il y en a 21. Oh, bon, ça va. Ouais, par contre, l'histoire est pas finie. Je te Quoi dis, parce qu'en fait, elle est malade. Et du coup, ça fait... comme Hunter x Hunter, quoi, pareil. Ouais, mais je crois qu'elle est... Ouais. Ok. Et du coup, bah, c'est un peu attristant, mais moi, je trouve que justement, le tome 21, ça va. C'est pas trop la mort là où ça s'est arrêté. Ça aurait pu être pire si c'était arrêté avant. Ouais. Est-ce qu'il y a un gros mystère au début ou pas spécialement? Non. C'est okay. juste l'histoire d'en gros deux meufs qui s'appellent Nana, qui vont se rencontrer, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, parce que parfois t'as un vrai reveal, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais Eiichiro Oda, il dit au fait je prends ma retraite, ciao. Tu vois. Genre faire, bah mec, le One Piece, il nous on attend, nous. Donc là, ouais, effectivement, si la série elle est un peu ralentie. Bah disons qu'il n'y a pas de gros reveal parce que c'est plus une histoire de vie, quoi. C'est plus comment est-ce que deux univers de personnes qui n'avaient rien à voir se rencontrent et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en gros, c'est une meuf qui est hyper... justement dans le cliché de la meuf mignonne et toute gentille qui est toute douce, qui va rencontrer une meuf roqueuse qui brise tous les codes, et en fait on va se rendre compte que finalement la meuf gentille et toute douce, elle l'est pas forcément vraiment, et qu'elle va faire plein d'erreurs dans sa vie, et l'autre aussi, et voilà. Ouais, mais ça m'évoque ça un peu, Nana, ces deux persos, et les deux personnages ont le même prénom. Ouais. Yes. Mais après dans le manga, il y en a une qui se fait appeler Hachiko. Du coup, comme ça, voilà, on peut différencier. Mais en fait, en japonais, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une, je crois, il me semble qu'elle s'appelle Nana avec les hiragana et l'autre avec les katakana. Du coup, dans la lecture, tu peux directement voir qui c'est. Mais sauf qu'en français, on n'a pas ça, quoi. Tu peux pas faire ça. Non. Ça, je trouve que ça me fait rire en découvrant la version, du coup, de japonaise de Nana. Est-ce que t'achètes les tomes japonais de tes mangas favoris ou pas? Au début, oui. Ouais. Maintenant, non. Et maintenant que j'apprends vraiment le japonais et que je suis en mode, putain, ça fait 1 an et demi, je sais même pas dire ce putain de kanji, non. Ouais. Moi, j'aime bien avoir, juste pour ma collection, tu vois, donc du coup, j'ai un tome de Dragon Ball, de GTO, tout ça. Des tomes jap, c'est, avoir un peu l'original, en quelque sorte, que tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que maintenant, c'est moins utile parce qu'on fait des éditions qui collent vachement plus aux éditions... non, moi, c'était juste pour le côté... Pour le délire. Sur juste mes vraiment mangas favoris, quoi. J'ai quelques tomes jap qui traînent. Trop bien. Chez moi. Et ouais. Est-ce que quand t'étais enfant, tu voulais apprendre le japonais ou pas? Oui, tout à fait. Enfin, apprendre... ouais. En fait, quand je suis arrivé au lycée, j'avais un peu chauffé mes parents pour aller dans un lycée qui faisait LV3 Jap et tout, tu vois. Et mes parents ont fait bois, ça fait loin, bidule, tu seras en internat. Tu sais, dans ma tête, pour moi, c'était ok, y a pas de souci. Et puis ils m'ont dit, mais en vrai, si tu fais un bac plus général, bidule, à côté, ce sera plus simple et tout. Donc voilà, j'ai fait des études beaucoup plus classiques là-dessus, mais j'avais acheté 2-3 tu sais, avec mes petits euros que je mettais de côté, j'avais acheté genre les japonais en 40 leçons, tout ça. Trop bien. Qui c'est impossible d'apprendre le japonais avec ce genre de livre, je préfère vous le dire. Là aujourd'hui avec internet, c'est beaucoup plus simple de voir du japonais dans l'application. Je suis 2-3 trucs sur Instagram, des trucs comme ça qui disent des mots, des phrases. Et dès que je regarde un animé, je suis vraiment à l'écoute de comment ils prononcent tout ça, ce qu'ils disent. Moi, j'ai beaucoup regardé Terrace House avant que ça devienne un gros drame. Et du coup, je suis si contente que tu dises ça. J'adore Terrace House, c'est trop bien. Et du coup, j'ai essayé d'écouter un peu. Mais pour le coup, c'est une très très bonne chose parce que Terrace House, il parle vraiment comme dans la vraie vie, quoi. Enfin, c'est pas comme dans les animes où ils utilisent des expressions que personne n'utilise, tu vois. Enfin, c'est ça. Genre, comment il s'appelle, Naruto qui dit toujours Datebayo, personne ne dit ça au Japon, quoi. Après, c'est eux, ils caractérisent des personnages, tu vois. Là, c'est vraiment du quotidien, donc voilà, quoi. J'ai pas retenu énormément de choses, tu vois, mais les okaeri, les trucs comme ça, tu sais, les phrases vraiment qui sont que tu vas pouvoir entendre dans une famille ou dans des proches, quoi. Je les ai un peu retenus. Ça fait très vie quotidienne pour le coup, Terrace House, c'est ça que j'aime bien, mais c'est marrant parce qu'on regardait ça avec ma meuf, genre on avait téléchargé des épisodes, et quand on allait au Japon, on regardait ça dans l'avion et tout, et je me rappelle des hôtesses qui passent et qui font « Ah, mais vous connaissez Terrace House ?» nous on regarde ça au Japon et tout, « Ah, vous en êtes où ?» Enfin, tu sais, tu vois que c'était...
Enfin, c'est marrant, quoi. Ça faisait un petit... grâce à Internet et des SVOD comme Netflix et tout ça, ça permet de propager certaines œuvres et tout. Ouais, et de brasser certains trucs aussi. Donc c'est cool. Ouais. Après, c'est dur à défendre aujourd'hui Terrace House parce que... Ouais. Parce que vu qu'on connaît tous les trucs qui s'est passé derrière, c'est un peu complexe, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui... Ouais. C'est qu'on peut se douter que ça crée des problèmes pour les gens qui participent à l'émission et tout ça. Peut-être pour ceux qui connaissent pas, il faut peut-être expliquer. Oui, c'est exactement c'est une télé-réalité japonaise. Ouais, voilà, Terrace House, c'est une télé-réalité où on met 3 garçons, 3 filles ensemble. Dans une colocation. Ouais, dans une coloc. Et l'objectif, globalement, c'est qu'ils sortent plus ou moins ensemble, qu'ils se passent des trucs. Voilà. Oui et non, parce qu'en vrai, il y a pas tant de couples qui sont... Enfin, c'est pas... Non. Il y a pas 3 couples à chaque fois qui se forment, quoi. Non. Et puis les gens aussi peuvent décider de partir ou pas. Ou de rester. Il y a pas de fin à l'émission, en vrai. C'est une saison presque. Ça peut... Mais si ça marche bien, ils continuent. Donc, c'est vraiment... Et c'est pas... Les gens sont pas suivis au quotidien, juste ils sont filmés quand ils rentrent dans la colocation. Et la colocation est suffisamment rare au Japon pour que ça soit un événement déjà parce que tous les gens qui participent à l'émission ils disent putain c'est la première fois que je vois une colocation, c'est trop bizarre parce que au Japon même il y en a qui connaissent pas le concept aussi. Ouais voilà, qui sont très perturbés et qui savent pas prendre sa part de responsabilité au sein de la maison, tout ça. Nous en France des colocs il y en a des centaines et des milliers donc il y a pas de souci. Donc on sait ce que c'est et tout mais c'est vrai qu'au Japon pour eux ils disent que c'est fou quoi parce que soit tu vis chez les parents, soit ensuite t'es dans ta piole étudiante toute cheap et tout, mais jamais tu vas être à plusieurs étudiants dans un grand endroit. Et puis surtout garçon-fille parce qu'il y a aussi des mecs et des filles qui sont hyper perturbés au début de voir le deuxième sexe toujours là quoi, t'es là genre ok. Exactement. Donc du coup il y a eu des saisons et des saisons et des saisons de ça, il y a des personnages qui sont attachants et bidules, d'autres qui sont infects, des gens horribles. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que on peut voir des gens de différents... Enfin, ils sont tous globalement jeunes, ils ont entre 17 et 30 ans. Mais sinon, comme il n'y a pas d'objectif de truc ou quoi, il n'y a aucun enjeu, si ce n'est juste de les suivre au quotidien. Parfois, ils ont un petit objectif professionnel. Il y en a qui veulent faire passer plus de casting s'ils sont comédiens, ou quelqu'un qui veut lancer sa marque et il est en train de terminer 2-3 trucs. Mais sinon, il n'y a pas d'enjeu en vrai, quoi. Non, c'est vrai, mais après... C'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois, tu regardes ça et que c'est pas non plus... oh mon dieu, à la fin, il faut savoir quel est le secret de un tel ou quoi, ou ça devient très bizarre. Et puis c'est aussi beaucoup... Enfin... Je dis ça avec des pincettes, juste ce qu'on a appris après, mais c'est un peu moins vicieux que les télé-réalités françaises ou américaines où on veut genre du drama et on veut des gens qui crient, qui se tapent dessus, qui pleurent. Enfin... C'est pas le drama qui fait le sel de l'émission. C'est plus vraiment juste leur personnalité et tout ça. Même si parfois, nous, il y a des trucs qui se paraissent pas des dramas, mais qu'ils sont, tu vois, qu'ils sont. Bah ouais, clairement. Bah typiquement, le fait est que, enfin le pourquoi cette émission s'est arrêtée, moi j'avais pas compris en tant que française pourquoi c'était un si gros problème quoi, enfin genre moi j'étais en mode genre on se calme quoi. Et donc en fait c'est une des participantes qui a gueulé sur un autre gars dans la maison, dans la colocation, parce que il a lavé son costume. Ouais, sachant qu'elle est lutteuse ou catcheuse. Elle est catcheuse, et qu'elle a pas beaucoup d'argent et que son costume c'est toute sa carrière quoi. Voilà. Et en fait le mec l'a lavé et ça a rétréci, du coup elle pouvait plus rentrer dedans. Donc elle a pété un câble et moi j'étais en mode normal. C'est normal. Et sauf qu'en fait au Japon c'est pas du tout passé. Il faut pas crier sur les gens, il faut pas montrer que t'es énervé et tout ça, surtout de la part d'une fille. Et surtout qu'elle est métisse. Ça aussi faut pas oublier. Elle est métisse du coup, il me semble je sais plus quelle nationalité mais japonais un autre truc. T'es sûr de ça? Ouais, sûr et certaine. Okay. Et du coup ça aussi c'est mal passé, les gens étaient en mode c'est son côté autre que japonais qui ressort, des horreurs quoi. Et malheureusement, du coup, cette fille... Et du coup, la pression des gens qui se sont plaints, etc. Et du coup, elle s'est suicidée il y a de ça 6 mois. Ouais, c'était horrible. Et ils ont arrêté l'émission, du coup, derrière. C'était... Mais ça... Je trouve qu'il y a tout ce qui... Il y a tous les éléments qui fait que c'est quand même intéressant d'un point de vue sociologique, en fait, là-dessus. C'est un drame et tout, on aurait tous préféré l'éviter. Mais d'un point de vue extérieur, en tout cas, ça nous apprend des choses quand même, tu vois, je trouve.
ça évoque ça pose des questions et ça. Mais moi sur Terre Astral, ça m'a fait aussi beaucoup changer d'avis sur ce truc-là. Parce que si je savais que ça mettait une grosse pression sur les gens qui participent, j'aurais pas regardé, je pense. Ouais, pareil. D'apprendre ça, j'ai fait ouais, c'est de la merde en fait. Ouais. Enfin, ou en tout cas, l'émission est mal faite, quoi. Ouais, puis en fait aussi, je me suis dit, mine de rien, ça prétendait être une émission gentille, mignonne, regardez, les gens sont beaux, les gens sont gentils, alors qu'en vrai, derrière, ils faisaient des crasses, c'est juste qu'on les voyait beaucoup moins, parce qu'on n'est pas habitué à ces ficelles en tant qu'étranger, quoi. Parce que moi, je sais, quand j'étais au Japon et que j'essayais que je regardais Terrace House, tout le monde me disait, ah, mais ça, c'est scénarisé, pourquoi tu regardes ça et tout. Et moi, j'étais genre, ah bon, pourtant, on n'a pas du tout l'impression, quoi. Et du coup, maintenant, je suis en mode, ok, bon, je le sais, quoi. En fait, j'aimais bien pour découvrir le Japon, mais je pense que c'est bon, j'en ai vu assez. J'en ai vu assez de cette émission-là. Ouais, de cette facette-là, c'est sûr. Je découvrirai le Japon par d'autres moyens. Voilà. Bah oui. Mais d'ailleurs, je me disais, parce que tu parlais beaucoup enfin, mine de rien, les mangas dont t'as parlé, c'est vachement des mangas, on va dire type shonen ou ce genre de trucs. Mais est-ce que t'as déjà essayé de lire un shoujo ou Je réfléchis. Je crois pas. Ok. Ah, Lovina, c'est pas un shoujo? Pas du tout. Non. Pas du tout. Parce que c'est un mec personnage principal et. Parce qu'en fait, ce qui caractérise le shoujo, ça peut être un mec ou une fille, le personnage principal, mais c'est le dialogue intérieur qui est primordial, on va dire. En gros, on va avoir beaucoup des émotions de la personne, on va avoir beaucoup de ses ressentis. Chose qu'il n'y a pas du tout dans le shonen ou dans Lovina, il n'y a pas ça. Lovina, l'histoire, c'est un mec qui rentre dans une école de magie où il est entouré de gonzesses. École de magie? Non. C'est pas de la magie, Lovina? Non. Ah non, je confonds avec... Attends. Lovina, je confonds avec son autre truc qu'il a fait, cet auteur. Ouais. Lovina, c'est un mec qui a fait une promesse à quelqu'un de se marier plus tard quand ils seront grands. Ouais, oui, c'est ça. Et il rejoint une une école ou c'est pas une école, mais c'est un ryokan où il y a que des filles à l'intérieur qui travaillent, etc. et qui sont étudiantes et bidules. Et c'est le seul gars parce que je crois qu'il est lié à cet endroit par un héritage ou un truc comme ça. Et lui, il est persuadé que c'est une des filles de ce truc-là à qui il a fait la promesse. Et du coup, voilà. Il n'y a pas de magie. Du coup, non, j'ai confondu avec Nejima, qui est du coup son autre œuvre. Oui, il y a un autre truc que j'ai pas lu du tout. C'est à peu près la même chose que Lovina, mais juste tu changes les personnages, quoi. Okay. Mais du coup, non, ça c'est pas du shoujo parce que c'est très ecchi déjà. Et en plus de ça, il y a aucune réflexion personnelle de tout ça, quoi. En tout cas, beaucoup moins que le shoujo. Mais dans ce cas-là, non. Je pense pas avoir lu vraiment. Parce qu'en vrai, de ce que tu m'as décrit, genre t'aimes bien Terrace House ou apprendre des trucs sur la vie quotidienne, je trouve que le shoujo apporte aussi un autre regard, parce que du coup, on apprend plus le point de vue, notamment, surtout dans le shoujo qui sort actuellement, il y a beaucoup plus d'autrices qui se permettent de parler de choses qu'elles vivent, ou des trucs un peu plus graves, on va dire, et je trouve ça très intéressant. Mais je connais pas trop de séries, en fait, de ce genre-là, et je suis sûr que ça m'intéresserait aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue, quel est le vécu des Japonais. Moi, ça m'intéresse surtout le bon comme le pas bon et tout, tu vois. Il y a plein de gens qui disent mais il y a plein de gens qui lisent du manga et qui idéalisent le Japon et tout ça. Et en fait, moi, le Japon idéalisé ne m'intéresse pas du tout parce que déjà parce que c'est se mentir à soi-même. Ouais. Et parce que c'est pas comme ça que tu découvres une société, une culture, etc. Il faut la globalité. Donc si tu te dis oui, au Japon on mange des onigiri, on fait des kamehameha, mon pote, tu vas vite déchanter, quoi. C'est clair. Et c'est vrai que du coup, moi GTO, j'ai adoré ça pour ça, où toutes les références qu'il y a à l'intérieur sont hyper spécifiques quand même, tu vois.
Alors c'est des trucs qui parfois sont très ridicules, genre les gros pervers, les je sais pas quoi. Ah, mais ça fait aussi partie du truc, quoi. Tu sais, les frotteurs qu'il y a dans le métro, il y a un personnage qui est frotteur dedans. J'ai découvert le pachinko en lisant GTO, je comprenais pas ce que c'était, c'est des délire de billes et tout. Normal. Donc t'as Onizuka qui a une sorte de banane avec des aimants au bout pour essayer de tricher avec ses billes, et je fais, mais de quoi il parle? C'est même pas des pièces, c'est des billes, je comprenais rien, tu vois. Normal. Je savais pas qu'il y avait des écoles, des écoles pour enfants fortunés, etc. Et que l'école publique rayonne beaucoup moins que nous en France, tu vois. Où nous on a encore des institutions publiques très fortes. Là-bas c'est genre école privée que tu payes une blinde, etc. Énormément de reproduction sociale évidemment. Donc tout ça, je l'ai découvert en lisant GTO, tu vois. Okay. Et donc je suis intéressé par des. Bon, bien sûr il y a de la baston, des trucs et tout en plus. C'est bonus. Qui pour le coup nous représente très peu le pays, mais sur tout le reste j'ai quand même appris plein de choses, et du coup je suis toujours intéressé par ça. Si t'as des séries en tout genre, donc shoujo, ça peut m'intéresser. Ouais, bah d'habitude maintenant j'essaye de plus utiliser ce terme shoujo ou shonen ou ces trucs comme ça, mais j'avoue c'est plus simple pour expliquer. C'est juste parce que shoujo c'est trop, on va dire, étiqueté pour filles, alors qu'en vrai pour moi c'est juste, ça parle de société, et c'est beaucoup plus intéressant que ce que beaucoup de monde peuvent penser, tu vois. Parce que moi je sais, quand j'étais du coup plus jeune, j'ai commencé le manga, mon premier c'était Naruto, et après j'ai vite switché sur les shoujo, et je sais que je me suis battue avec mes potes, j'étais en mode mais lisez ça, punaise, vous allez voir, c'est bien, c'est pas parce que c'est une héroïne que c'est naze, quoi, genre vraiment. Et je me souviens de m'être battue notamment avec mes frères pour qu'ils lisent du coup un autre manga que l'autrice de Nana a dessiné, qui s'appelle Paradise Kiss, et qui en gros raconte l'histoire d'une lycéenne qui va découvrir un groupe de personnes qui travaillent dans la mode. Voilà. Donc clairement, ça fait très cliché féminin tout ça, mais j'ai dit à mes frères, lisez ça, vous allez voir. Et mon petit frère, lui, il était en mode, ok, c'est trop bien. Genre, c'est trop bien, trop bien. Et mais le manga qui pour moi a été vraiment une porte d'entrée dans les shoujo pour énormément de mecs de mon entourage, c'était Switch Girl. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non, enfin le nom me dit quelque chose. En gros, c'est une lycéenne qui, quand elle est au lycée, c'est genre une bombe. Elle est trop belle et tout. Par contre, quand elle rentre chez elle, elle est en mode crado. Mais vraiment, genre, elle est en culotte avec un turban autour de la tête, des couettes, et voilà quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'au Japon, les apparences sont hyper importantes. Mais bon, en France aussi, donc on arrive quand même à comprendre ces délires. Et en fait, ce qui était fou, c'est que cette autrice s'est permis d'aborder des sujets, mais j'avais jamais vu même une Française parler de ces sujets-là, tu vois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans ce manga, il y a beaucoup de passages où elle raconte des trucs personnels, l'autrice, genre elle se dessine en mode poussin et elle raconte des trucs avec son avatar. Et il y a un moment, ça, j'étais marquée par ça, c'est un peu dégueu, mais de toute façon, tout son manga est dégueu, genre ça parle de caca et des trucs comme ça, et même de sexe aussi. Et pour des lycéens, j'étais contente qu'elle en parle. Et en fait, le truc, c'est qu'elle raconte une anecdote perso où elle dit qu'en fait, elle est genre dans son bain, et elle du coup, elle est dans son bain comme ça posée, et en fait, elle voit ses poils de chatte qui flottent. Et du coup, elle les ramasse et elle les compte, et elle dit que son délire, c'est de genre de les ramasser, de les compter, et de voir tous les jours combien est-ce qu'elle en a qui sortent. J'étais en mode, une japonaise qui écrit ça, what the fuck. Et du coup, ça m'a un peu mindfuck, je me suis dit, bon, finalement, le cliché de la meuf réservée, ou qui parle jamais de ce genre de sujet, c'est tellement faux, ça dépend juste des gens, quoi. Et, du coup, ça m'a fait du bien de lire ça. Ok. Switch Girl. Ouais, je conseille. Après, les 5 premiers tomes sont un peu, genre, romantico-chiants, mais après, c'est trop bien. Après, c'est vraiment trop bien. C'est toujours, il y a beaucoup de mangas où on dit, ouais, les 4 premiers, c'est pas ouf. Ouais. Disons qu'il faut le temps de rentrer dans l'histoire, et aussi, c'est vrai que le shoujo, mine de rien, il y a des codes graphiques qui sont très différents du shonen, et quand on n'est pas habitué, ça peut un peu surprendre, quoi. Clairement. Rumiko Takahashi. Ouais, l'autrice de Ranma. C'est pas du shoujo qu'elle fait. Non. Elle, c'est plutôt du shonen, mais avec de la romance quand même, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et ça, t'as lu? Ranma un petit peu, ouais. Et je trouve qu'elle fait les meilleurs personnages. C'est dingue, quoi. C'est trop bien. En fait, c'est hyper attachant, tu vois. Direct, c'est très généreux, des personnages attachants qui ont direct beaucoup de défauts et tout, et c'est bien ça, je trouve. Mais ça me fait penser, si t'aimes du coup les trucs de tranche de vie et tout, le manga que je conseille d'elle, c'est Maison Ikoku. Et ça, c'est vraiment trop bien. En gros, ça raconte l'histoire de gens qui vivent dans un même comment on peut appeler ça, genre une même maison,
Et ils sont tous évidemment complètement barrés. Et en fait, du coup, il y a plusieurs histoires d'amour dedans, mais il y a pas de super pouvoir ou truc comme ça, c'est juste la vie. Ouais. Et c'est vraiment stylé. Enfin, vraiment stylé. Ouais, j'aime bien les trucs comme ça où tu sais, t'as pas besoin parfois d'avoir. Parfois, tu vas un peu plus loin dans les personnages quand t'as pas un super pouvoir ou un truc un peu mystique ou quoi. Donc ça c'est pas mal quoi. Ouais. Et ouais, j'aime bien l'auteur, mais je connais pas encore très très bien. Je connais des trucs hyper connus. Normal. Et en termes de, on va dire, manga que tu lis récemment, il y a quoi que t'as découvert qui t'a vraiment plu? Les trucs récents. Bah là, du coup, je suis en train de lire les séries que je connaissais pas de Urasawa. Toujours la boucle. Voilà. Donc là, en ce moment, il y a les nouvelles séries, donc Asadora en l'occurrence. Mais je reviens aussi en arrière. Donc là, j'ai terminé Happy, je me lance dans Yawara. Donc ça, c'est, voilà. Toujours ma petite boucle, mon petit... C'est normal, on a tous des trucs comme ça. Ouais, un peu obsessionnel. Et qu'est-ce que... Des trucs qui m'ont vraiment étonné, que j'ai bien aimé. I am a hero. I am a hero. Bon, je sais plus. Un truc comme ça, sur une invasion de zombies. Je suis pas très zombie, mais comme c'est un personnage un petit peu autistique, tu vois, c'est quand même intéressant d'avoir un vrai anti-héros, quoi. C'est vraiment un personnage qui est un peu répulsif, quoi, tu vois. Mais par la force des choses, il est là, tu vois. Donc tu le subis en même temps, tu vois. Je connais pas du tout. Ouais, bah c'est un vrai mec qui, en plus de ça, il voit des trucs dans sa tête et tout, donc il est vraiment malade. Il est malade et en même temps, il se retrouve dans une invasion de zombies, tout ça, donc il se lie à des gens et à tout ça. Donc rien que les premiers tomes, ils m'ont vraiment marqué. J'ai tout lu d'un coup, Last Hero Inuyashiki, qui est l'histoire très farfelue. Mais c'est la dureté c'est la dureté du truc qui m'a marqué. Et donc c'est une sorte de petite météorite qui tombe sur un vieux japonais qui se fait bully par sa famille, etc. C'est une grosse merde. Un vieux gars et tout. La bonne ambiance, quoi. Ouais, sa femme le déteste. La bonne famille. La bonne famille, et lui c'est vraiment... il se dit ouais, je suis qu'un gros loser. Il se prend une météorite dans la gueule et en fait c'est une sorte de truc extraterrestre en fait, qui était un peu dans cette météorite et qui l'a transformé en robot intérieurement. Donc physiquement c'était toujours un physiquement c'était toujours le même gars, sauf que d'un coup il se dit putain, je me suis pris une météorite, mais ça va finalement, et j'ai plus mal au lombaire et tout, tu vois. Et en fait son corps il s'ouvre et il y a tout c'est une arme en fait. Et c'est arrivé à une autre personne dans l'histoire qui bien évidemment est le méchant, qui lui du coup il veut utiliser son pouvoir pour détruire tout le monde, pour détruire et tout ça, et lui aussi est un loser en quelque sorte, mais d'une autre manière, un jeune, et du coup il se dit bah il y a que moi qui peux l'arrêter, et donc c'est un mec mais sauf que c'est d'une violence inouïe, quoi. Vraiment les scènes d'assassinat c'est horrible, c'est des trucs où tout un quartier peut être décimé, et il te montre tout, quoi, tu vois. Et je me suis dit ah ouais, c'est pas ma came, tu vois, de base. Mais ça va loin. C'est l'auteur de... Putain. C'est sorti chez qui, ça? De Gantz, je crois. Ah, c'est l'auteur de Gantz, ok. Attends, je vais te dire ça. Donc là, pour les auditeurs du podcast, je regarde pas du tout sur Internet, hein, j'ai juste une excellente mémoire. Donc l'auteur de Gantz, ouais, c'est ça. Donc un truc très très graphique, etc. Je peux voir la couve de à quoi ça ressemble? Alors, Last Hero Inuyashiki, ça ressemble à... Donc c'est ce vieux-là. Ah oui, je l'ai vu, j'ai jamais lu, ça m'a toujours fait peur. C'était quand j'étais au Japon, on voyait les adaptations même en animé et tout, il y avait des affiches dans le métro. Donc tu vois, à l'intérieur, c'est vraiment... Et ça, c'est donc l'antagoniste et tout. Ça, c'est un peu les trucs, mais il y en a plein, il y a plein de trucs... mais où j'ai pas terminé les séries ou des trucs comme ça, mais que j'ai bien aimé, mais... toutes les cités... Non, c'est normal, t'inquiète. C'était juste pour savoir s'il y en avait 2-3 qui t'avaient vraiment marqué récemment, quoi. Mais bah ouais, I Am Hero, Last Hero Inuyashiki... c'est marrant, c'est vachement deep aussi. Vachement plus dark. Ouais. Mais tu vois, dans Last Hero Inuyashiki, il y a beaucoup d'humour, parce que ce personnage-là, il est très ridicule, il est très... Et moi, je trouve ça bien d'essayer de tu vois...
d'amener un petit peu de comique, ou en tout cas une lecture, je trouve que c'est plus critique en fait, quand t'amènes un rire finalement, tu vois, pour dire regardez ce qui peut arriver, dans quoi on peut vivre, et regarder ces archétypes et tout. Alors que si c'est trop très juste deep aventure, bidule, je sais pas quoi, que t'as pas un pet de sourire et tout, c'est un registre que je trouve vraiment intéressant, mais je trouve qu'il manque quelque chose, tu vois, pour aller jusqu'au bout, quoi. J'ai l'impression. Ouais, puis des fois aussi, c'est trop bizarre de rire alors qu'il s'est passé des trucs durs avant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, des fois, il y a des mangas que j'ai lus où il y a une scène où on va dire de meurtre, et puis après, il y a quelques blagues, et je suis là genre, ça me fait rire, mais en même temps, je suis toujours un peu mal de ce qui s'est passé avant, et je sais pas. J'aime bien ce sentiment aussi. Ouais, mais c'est aussi, après, ça dépend des goûts de chacun, tu vois. Mais même moi, quand je suis plutôt tourné vers l'humour et tout ça, mais même quand j'écris une histoire, je suis obligé de mettre des vannes à un moment, parce que je trouve que je sais pas, c'est une manière, que je préfère, moi, pour raconter des histoires, quoi. Ouais, c'est ce que t'aimes, du coup, t'as envie de le mettre dedans, quoi. Normal. Ouais. Mais tu vois, j'aurais peut-être dû repenser à ma bibliothèque là en plus. Bon, bref. Non, t'inquiète. Mais du coup, j'ai un manga à rajouter à ta bibliothèque. Parce que le principe de ce podcast, c'est que j'offre toujours 2 tomes d'un manga à mes invités. C'est génial, il faut que tu viennes toutes les semaines. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question, parce que j'étais là genre, bon, je sais qu'il a une grosse bibliothèque, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dedans? Ouais, beaucoup de choses. Moi, j'ai pas... Bah, les shoujo, déjà... du coup, je me suis dit, on va partir déjà sur une autrice de shoujo, mais peut-être sur un truc un peu plus light. Et du coup, je sais que t'aimes bien les dessins, t'aimes bien apprendre à dessiner. Bah, d'ailleurs, t'as lu le manga de, comment il s'appelle, Akira Toriyama, l'apprenti mangaka. Ouais. Et du j'ai coup, lu Bakuman aussi, voilà, sur tout ça. Je me doutais que c'était sûr que t'aies lu Bakuman. Et du coup, je t'offre un peu la version Bakuman d'une autrice qui, elle, a décidé d'écrire. En gros, c'est une autrice qui est très connue au Japon, qui a fait énormément d'œuvres, notamment elle est très connue aussi, on va dire physiquement, parce qu'elle a pas peur de se montrer, de participer à des émissions télé et tout. Je suis en train de perdre son nom. Du coup, on a dû la voir dans l'émission de Urasawa. Oui. Elle s'appelle Higashimura Akiko. Ok. Et en fait, elle a créé énormément de shoujo, on va dire majoritairement dans sa carrière, mais aujourd'hui, elle fait vraiment des trucs plus de son âge, plus mature. Et j'aime vraiment cette œuvre parce que du coup, elle raconte tout son passé, de comment est-ce qu'elle a réussi à rentrer dans le monde du manga. Donc c'est vraiment autobiographique. Ouais. Ah, c'est intéressant. Il y a que 6 tomes. Ça s'appelle Trait pour Trait, c'est ça? Ouais, ça s'appelle Trait pour Trait, c'est sorti chez Akata. Pour l'instant, il y a que les 2 premiers tomes de dispo. C'est très gentil, en tout cas. Mais voilà. Du coup, j'aurais dû ramener 2 trucs aussi, mais bon. Non, mais t'inquiète, c'est le principe du podcast. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. C'est en quelque sorte le Bakuman, mais d'une autrice totalement... C'est ça. Mais surtout, autobiographique, il y a très peu de choses, en fait. Oui. Au Japon, on crée surtout des séries, des personnages, etc. Et l'auteur doit disparaître, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai rencontré l'auteur de La Voix du Tablier, il portait un masque pour pas qu'on le reconnaisse trop. Et après, on en a discuté. Je lui ai dit, mais pourquoi et tout ça. Et il disait qu'en gros, c'est mal vu de la part... pour les éditeurs, en fait, que l'auteur prenne trop de place par rapport à la série. Et que si, genre, l'auteur est moins apprécié, bah, ça peut se ressentir sur les ventes, etc. Et ça, les éditeurs, ils veulent pas. Ouais, donc, il m'a expliqué tout ça. Ouais. Donc, du coup, les autobiographies, c'est encore pire parce que le personnage n'est pas un personnage que tu peux imprimer sur un t-shirt facilement, parce que c'est quelqu'un qui existe, avec une sensibilité. Et donc, il y en a très peu, en fait, c'est pour ça que j'adore Jiro Taniguchi, c'est que il parle de lui, de vraiment son histoire, son truc, ses ressentis. Il fait pas des personnages juste attachants qu'on peut imprimer sur un t-shirt. Et donc ça m'intéresse d'autant plus, quoi. Bah ouais, surtout que tu verras, j'aime beaucoup son trait, c'est assez particulier. C'est très beau. Et surtout, elle fait des vannes, mais absolument tout le temps. Genre vraiment, c'est génial. Et en plus, elle dans cette série dernière, du coup, elle met beaucoup d'elle. Notamment, il y a une série qui est sortie chez Le Lézard Noir qui s'appelle Tarareba Girl, un truc comme ça. Et en gros, ça raconte l'histoire de 3 trentenaires qui se rendent compte, je crois que c'est 3 meufs qui vont arriver à 30 ans, genre pour les JO de 2021, et qui du coup stressent parce qu'elles ont pas de copains, elles ont pas leur vie, bien réglée, et du coup, leur objectif, c'est, avant les JO de 2021, essayer de se caser et d'avoir une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Et en fait, dans le manga, elles se rendent compte, genre, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie normale? Est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'être mariée, d'avoir des gosses? Du coup, voilà. Okay. Et je trouve qu'elle arrive vraiment à revisiter pas mal de choses, et notamment elle sort aussi un manga historique
qui est ultra intéressant. Elle fait plein de trucs à la fois, elle publie plein d'œuvres et je sais pas, je la trouve trop forte. Puis en plus, pareil, comme elle montre son visage, qu'elle parle fort, qu'elle donne son avis, c'est vraiment quelqu'un que je respecte dans l'univers du manga. Mais faudrait que je regarde du coup l'émission. Moi, j'adore Manben no Urasawa, donc qui est l'émission de l'auteur et qui va découvrir des. Tu les as regardées les émissions ? Ouais, certaines. Et qui va du coup rencontrer des auteurs de manga. Ils sont filmés pendant plusieurs jours discrètement, c'est-à-dire qu'ils mettent des caméras et c'est tout quoi. Et ensuite, quelques jours plus tard, ils revoient l'auteur et c'est Urasawa qui va les rencontrer en vrai et qu'ils étudient, ils font un petit montage de ce qu'ils ont vu dans le studio, dans l'atelier, et ensuite ils discutent ensemble. C'est bah tiens, c'est ta technique pour dessiner, c'est ta technique pour gérer tes assistants. Tu es très silencieux, t'as ton bureau séparé, t'es au milieu avec les autres, tu mets la musique non-stop. Enfin, tu vois, et tu vois que chaque studio est différent, et que c'est à l'image des auteurs. Et puis c'est intéressant de voir les gens tout simplement, les manières de. Mais c'est plus presque, je le regarde plus comme un terrace house en vrai que comme comment ça marche vraiment un mangaka. Parce qu'en vrai, il y a les assistants, les trucs qui se passent les planches. T'en as vu un, ça t'as compris sur tous les autres. Par contre, les personnalités, alors là c'est fou parce qu'il y en a pas une qui se ressemble. Déjà, ce que je trouve génial, c'est qu'ils sont tous très impressionnés par Urasawa à chaque fois. Il y en a certains qui ont beaucoup plus d'expérience que lui, qui sont là depuis plus longtemps, plus vieux, mais qui le considèrent comme lui, comme il a fait des séries vraiment à succès, et qu'il a un look de rocker, une petite beubare et tout, ce qui est exceptionnel pour un japonais. Et puis qu'il a fait plein de séries aussi. Et qu'il a fait plein de séries, et c'est marrant, c'est lui qui pose les questions, mais tu vois que les autres sont très impressionnés par lui, donc c'est assez rigolo. Et du coup, surtout sur des personnalités un peu fortes, parce que du coup, il en croise plein qui s'effacent un peu derrière leurs œuvres et un peu ce qu'ils font. Elle, c'est pas son cas. et les autres qui sont interviewés dans l'émission, certains qui ont un peu ce qu'ils appelleraient plutôt extravagant, tu vois, pour les Japonais. C'est hyper intéressant en fait. Donc j'essaierai de regarder l'émission avec. Mais il faut les trouver quoi. Parce que c'est introuvable en France ce genre de truc. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. De rien. J'ai rien pour toi, moi. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est très bien. En tout cas, du coup, je te remercie d'avoir participé au podcast, c'était cool. Comme discussion. Merci à toi. Écoute, discuter de manga et puis avoir des petites découvertes, c'est tout ce que je demande. Tu reviens quand tu veux pour m'offrir des trucs. Yes. Du coup, merci. Merci encore une fois à Cyprien d'avoir participé à ce podcast. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était vraiment un plaisir de discuter de manga avec Cyprien. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, je sais pas si c'est très utile, mais je vais mettre tous les liens concernant Cyprien, ses réseaux sociaux, ses chaînes YouTube, tout ça en description. Et je vais aussi mettre mes propres réseaux sociaux si jamais vous voulez suivre mon travail. Sachez que j'ai donc une chaîne YouTube et que je suis pas mal active sur Twitch, sur Instagram et sur TikTok. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et passez une bonne journée ou une bonne soirée.